Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur la communauté au cœur de l'AVC. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'AVC. Comme chaque année, elle est axée sur l'information et la prévention. C'est pourquoi nous aborderons les thèmes suivants. Qu'est-ce qu'un AVC? Les facteurs de risque, la présentation de NeuroCoach, qui est un dispositif médical pour détecter certains facteurs de risque, les symptômes, les bons réflexes en cas d'AVC, les conséquences et la prévention secondaire. On le rappelle, chaque année en France, plus de 155 000 personnes sont touchées par un AVC, soit un AVC toutes les 4 minutes. C'est la première cause de handicap acquis chez l'adulte et la troisième cause de mortalité. C'est un véritable enjeu de santé publique qui peut toucher tout le monde, enfants, adultes ou personnes âgées. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Frédéric Roche et Claire Bory. Bonjour à tous les deux. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Claire, peut-être est-ce que vous pouvez vous présenter à la communauté? Oui, alors donc moi je m'appelle Claire Bory, je suis chef de produit NeuroCoach chez Life Medical Control, qui est une start-up accélérée dans le programme Synapse de Boehringer Ingelheim. Et vous, professeur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis cardiologue, physiologiste. Je travaille au CHU de Saint-Étienne et à l'université de Saint-Étienne. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à tous d'avoir posé toutes vos questions. Nous allons y répondre au cours de l'émission et le professeur y répondra sur la thématique autour de la cardiologie. Conformément à la charte Boehringer Ingelheim, nous ne parlerons ni de traitement ni de médicaments dans cette émission. Professeur, j'ai une première question, peut-être générale pour la journée mondiale de l'AVC. Qu'est-ce qu'un AVC? Alors un AVC, le sigle, c'est accident vasculaire cérébral, et donc c'est une lésion du cerveau par soit un élément de manque d'oxygène, un infarctus entre guillemets, mais du cerveau, soit un phénomène hémorragique en fait au niveau cérébral. Alors on va regarder une slide pour ma deuxième question et je vais vous demander, pouvez-vous nous rappeler les différents facteurs de risque de l'AVC? Alors les facteurs de risque sont un petit peu différents suivant le type d'accident vasculaire cérébral ischémique ou hémorragique, mais on retrouve l'hypertension artérielle, on retrouve le diabète, on retrouve l'obésité, le tabagisme, l'hypercholestérolémie, donc les facteurs de risque classiques, et puis d'autres qui sont des marqueurs ou des facteurs de risque associés, qui nous intéressent un peu plus sur le plan cardiologique aussi, qui sont les troubles du rythme auriculaire, la fibrillation atriale en particulier, et puis des nouveaux facteurs de risque, comme on dit, comme l'apnée du sommeil, qui est également un élément péjoratif dans la survenue d'un événement comme ça. Alors on a une première question d'André qui vous a posé une question. Est-ce que l'AVC est héréditaire? Alors c'est une question difficile parce qu'il y a des facteurs de risque, j'allais dire, qui peuvent s'expliquer et passer de génération en génération, comme l'hypertension artérielle. Mais il y a effectivement un peu d'hérédité dans la survenue d'un accident vasculaire cérébral, passant souvent par ces facteurs de risque ou par des pathologies à proprement parler des vaisseaux ou de la coagulation aussi. Il y a Simone qui demande si les personnes stressées sont plus sujettes aux AVC. Alors le stress, on n'en a pas parlé effectivement dans les facteurs de risque, mais c'est un facteur de risque clairement défini à l'heure actuelle, des accidents vasculaires cérébraux comme des pathologies coronaires également, oui. Alors on parlait des facteurs de risque, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les symptômes de l'AVC? Alors les symptômes sont très variables, c'est aussi une des difficultés, j'allais dire, quand on compare à l'accident coronaire où ça va être plutôt les éléments de douleur thoracique ou de syncope. L'accident vasculaire cérébral, la première conséquence à laquelle on pense, c'est un déficit fonctionnel d'un côté, d'un bras, d'un membre inférieur, membre supérieur ou d'un hémicorps, mais ça peut être également des troubles phasiques, des troubles de l'élocution, de la parole, ça peut être des vertiges. Donc les signes sont vraiment multiples, c'est ce qui en fait beaucoup une difficulté et un élément de retard diagnostique parfois. On a également une question de Marline qui nous dit « Lors d'un IRM après un AVC, mon neurologue m'a appris que j'avais déjà été victime d'un premier AVC. Comment est-ce possible ?» Alors ça peut être, suivant la localisation et la zone neuronale entre guillemets touchée par l'accident vasculaire cérébral, pratiquement asymptomatique. On sait dans des suivis de cohortes qui ont eu des IRM pour tout à fait autre chose, qu'on va retrouver un certain nombre de patients après un certain âge. Là j'ai quand même un facteur de risque d'avoir un accident silencieux, on va dire, mais c'est quelque chose qui est vu assez classiquement, d'avoir déjà fait un accident qui n'a pas parlé. Et donc que faire lorsqu'une personne présente des symptômes de l'AVC?
C'est appeler le 15. C'est vraiment l'urgence, j'allais dire, dans les urgences absolues. Ces signes dont on a parlé tout à l'heure doivent absolument amener à un appel sur le 15 ou sur le 115. On a une question d'un internaute qui s'appelle Gérard et il demande: un AVC est-il mortel si les premiers soins ne sont pas effectués à temps? Alors c'est une question difficile, ça. L'accident vasculaire cérébral, vous l'avez évoqué, est effectivement une cause de mortalité, même de mortalité aiguë, parce qu'il peut y avoir une transformation rapide ou une extension. Donc la prise en charge est urgente, fort heureusement, sans décès, mais il faut faire vite. Je crois que l'élément à retenir aujourd'hui, c'est vraiment la rapidité d'intervention pour limiter le plus possible la perte de neurones avec le temps. Et donc appeler le 15. Et appeler le 15 le plus rapidement possible. Et donc il y a Laetitia qui explique qu'elle est en situation de handicap à mobilité réduite et qu'elle a des difficultés à s'exprimer. Comment peut-elle avertir les secours correctement dans ces conditions? C'est une question difficile, hein, mais on a la possibilité de... les messages peuvent être quand même transmis de manière simple. Hein. Actuellement, on n'a pas d'élément bien plus simple que le téléphone encore. Hein. Et ou le rappel potentiel aussi du 15, hein, c'est-à-dire qu'on peut faire ce numéro, demander à être appelé sur les circonstances d'un accident vasculaire cérébral, voilà, ou faire un appel à l'entourage aussi, hein, ça arrive parfois qu'on passe par une tierce personne pour faire appeler rapidement. Professeur, quelles sont les conséquences d'un AVC? Elles sont éminemment variables d'une personne à l'autre, donc c'est une question là aussi très difficile. Il peut y avoir une récupération complète après un vrai accident constitué, où il y a une séquelle qui soit à l'imagerie, mais où la récupération fonctionnelle a été complète. Et puis ça peut être un déficit extrêmement persistant sur le plan moteur, des troubles phasiques aussi qui peuvent persister également. Donc voilà, les conséquences sont très variables. Je crois que l'élément, c'est vraiment faire vite pour la prise en charge et pour aller au plus vite, quand c'est un accident ischémique, déboucher l'artère en cause. Et donc les personnes n'ayant été victimes d'un AVC ont 20% de risque de faire un second AVC? C'est bien ça? Oui, c'est à peu près ça. On augmente le risque de récidive quand on a déjà fait un accident vasculaire cérébral, mais avec une prise en charge des facteurs de risque, une prise en charge également des thérapeutiques mises en place, il y a une réduction potentielle de ce risque de récidive qui est très importante. On a eu beaucoup de questions d'internautes qui nous ont demandé: doit-on craindre une récidive après un premier AVC, même avec une bonne hygiène de vie? Il y a des facteurs qu'on ne contrôle pas, il y a des causes qu'on n'a pas de l'accident vasculaire cérébral, notamment on parlait tout à l'heure des causes rythmiques cardiaques, pour lesquelles on a fait un bilan exhaustif et on ne trouve pas l'élément rythmique qui a pu déclencher ça. Et donc on essaye de mettre une thérapeutique qui va couvrir ce facteur potentiel de récidive, mais à un moment donné on essaye de peser le bénéfice-risque d'un traitement au long cours comme ça, et voilà, on a quand même des potentialités de récidive sur des facteurs de risque qu'on n'a pas identifiés une première fois. Et même avec une bonne hygiène de vie, activité physique? Même avec une bonne hygiène de vie, donc il ne faut pas avoir un message négatif. Hein. Je pense que c'est quand même des éléments extrêmement importants qui réduisent significativement le taux de récidive. Ces éléments de reprise d'activité physique, de réduction du cholestérol, de normalisation de la pression artérielle, c'est des points très importants. Mais on a cette potentialité de récidive qui existe toujours, donc qui nécessite un suivi très particulier. On a Anne-Marie qui nous demande comment s'en prévenir, professeur Roche. Alors la prévention, elle est complexe, elle repose sur la prise en charge de ces facteurs de risque, principalement, ceux qu'on connaît en tout cas, de manière la plus précoce possible. Là, j'ai un facteur de risque de survenue de l'accident vasculaire cérébral, donc ça, on ne peut pas s'en prévenir. Donc il y a des éléments qu'on peut changer, puis des éléments qu'on ne peut pas changer. Mais en gros, 70% du risque est évitable, j'allais dire. Donc c'est quand même un chiffre important. On peut jouer, ce n'est pas une fatalité. On peut jouer sur ce paramètre-là. Que faire à la suite d'un AVC? Alors, la plupart du temps, il y a une prise en charge très multidisciplinaire, dès la phase aiguë d'ailleurs de l'accident vasculaire, dans les unités neurovasculaires, et qui va se poursuivre en rééducation. Donc il y a beaucoup de patients qui nécessitent et qui bénéficient d'une rééducation fonctionnelle, mais qui va englober de multiples prises en charge, notamment
kinésithérapiques bien sûr, mais également orthophoniques, également psychomotriciennes, et puis des aides qui vont être plus également sociales sur la réinsertion, sur l'adaptation du logement. Donc il y a vraiment des éléments d'accompagnement du patient qui sont à mettre en place au fil du temps et souvent sur 2, 3, 4 mois, 6 mois parfois. On a une question de Catherine qui demande, après un AVC, faut-il passer régulièrement des IRM? Alors, pas obligatoirement, ça va être un peu les neurologues de l'unité neurovasculaire qui vont donner ces indications. Il y a des indications de suivi pour suivre le risque d'évolution hémorragique pour un accident ischémique, par exemple, dans la phase aiguë ou post-aiguë. Et ensuite, c'est plutôt le suivi vasculaire qui va se faire par IRM alors, à ce moment-là. Mais ça, il y a des protocoles de suivi qui sont bien spécifiés et suivis par toutes les unités neurovasculaires en France. Donc voilà, il faut écouter ce que les gens qui ont pris en charge initialement le patient pour la suite. On a également une question d'une internaute qui demande, les personnes victimes d'AVC sont-elles plus à risque avec la Covid-19? Alors ça, c'est une question un peu compliquée. Elles sont plus à risque parce qu'elles ont des facteurs de risque cardiovasculaire, j'allais dire. Et notamment l'obésité, qui est vraiment un facteur marqué de risque de survenue d'une forme plutôt grave de Covid. Mais voilà, c'est plutôt par les facteurs de risque associés à l'accident vasculaire que l'accident lui-même. Très bien, merci professeur pour ces premières réponses. Claire, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre dispositif, le dispositif NeuroCoach? Oui, alors la solution NeuroCoach, c'est une solution de prévention, de dépistage de facteurs de risque d'AVC. Initialement prévue pour la prévention primaire, c'est-à-dire auprès d'une population qui ignore qu'elle peut être à risque, puisqu'on se positionne sur des facteurs de risque asymptomatiques, mais qui prend aussi tout son sens en prévention secondaire dans le suivi de risque, donc sur des personnes qui ont déjà eu un AVC, pour justement éviter la récidive. Alors, on va regarder une slide ensemble pour voir comment fonctionne ce dispositif. Et il me semble que vous avez amené le dispositif, le boîtier. Je vous laisse le montrer peut-être aux internautes. Donc voilà, le boîtier NeuroCoach. Alors, dites-nous, comment ça fonctionne? Alors voilà, donc ça c'est un NeuroCoach, ça fonctionne comme un électrocardiogramme en ambulatoire. Donc l'idée c'est qu'en fait, il enregistre votre signal cardiaque pendant la nuit. On l'a conçu de manière à ce qu'il soit très simple et très accessible. Donc pour le mettre en route, il suffit de le brancher et pour l'arrêter, il suffit de le débrancher et de positionner les électrodes dans la transverse du cœur. Donc il va fonctionner pendant une nuit à domicile comme je le disais. L'idée c'est qu'il n'y ait pas forcément besoin d'infirmières ou de médecins ou de staff médical pour l'installer. Il va enregistrer les données et il va les stocker. Nous on va récupérer ces données qui sont enregistrées dessus et on va les analyser à travers des algorithmes et avec l'aide de nos experts qui sont spécialisés en traitement du signal cardiaque. L'idée, c'est d'aller chercher sur ce signal les informations qui nous intéressent, donc dans la prévention du risque d'AVC, qui vont être forcément des facteurs de risque cardiaques, comme la fibrillation atriale, les facteurs de risque liés aux apnées du sommeil et liés à l'éventuel dérèglement du système nerveux autonome, qui est globalement le dérèglement de l'état de forme global. Donc en fait, le système nerveux autonome, il est composé de l'orthosympathique et du parasympathique, qui sont, pour faire très simple, deux balances qui nous permettent en fait d'être en forme de manière équilibrée. Et généralement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un déséquilibre de ces deux branches-là qui entraîne sur du long terme la possibilité de facteurs de risque d'AVC. Alors sur la slide 3 qu'on va regarder ensemble, quel est le parcours du patient donc avec NeuroCoach? Oui, alors le parcours du patient NeuroCoach, c'est un parcours où le patient est proactif. C'est à lui globalement de faire la démarche. En fait, le test est disponible sur notre site internet neurocoach.fr sur lequel on peut commander son kit pour une valeur de 78,70 €. Qui comprend donc la location de l'appareil. Donc en fait, on envoie un kit à la personne pour qu'elle fasse le test, comme je le disais, tranquillement chez elle, une nuit, et qu'elle nous renvoie l'appareil. Donc il y a une enveloppe qui est prévue. L'analyse est comprise dans le prix et un compte-rendu est délivré. Compte-rendu qui reprend les facteurs de risque dont on a parlé précédemment et qui peut totalement être abordé avec son médecin traitant pour faire le point sur ces facteurs de risque. On a une question d'une internaute, Annie explique « J'ai des problèmes d'apnée du sommeil et je ne souhaite plus être appareillée. Est-ce une erreur, professeur ?» Claire, dites-moi qui souhaite peut-être répondre à Annie.
Alors il y a d'autres solutions thérapeutiques, si je peux me permettre, Claire, qui doivent être abordées avec son médecin somnologue ou pneumologue qui la suit, d'orthèse d'avancée mandibulaire, ou de revoir également, de repasser sur un diagnostic, j'allais dire, sur une étape diagnostique à nouveau. Très Mais bien. ouais, il faudrait essayer de trouver une solution thérapeutique quand même, le message. Très bien, merci, c'est noté. Claire, vous avez présenté donc le dispositif NeuroCoach. Maintenant, comment avoir accès à ce dispositif ? Alors, comme je le disais, on peut le commander sur notre site internet, donc neurocoach.fr. On a également des assurances et mutuelles qui sont partenaires de notre opération. Donc là, je vous laisse vous rapprocher de votre mutuelle ou de votre assurance pour savoir si vous pouvez avoir accès à ce kit gratuitement. Globalement, les délais de prise en charge sont de 2 à 3 jours, le temps d'envoi via la poste. Et puis une fois qu'on récupère le kit, on met en moyenne 48 heures pour traiter les données et envoyer le compte-rendu. Très bien. Quel est le prix ? Alors je le disais, 78,70 €. D'accord. Et est-ce Pour être que c'est remboursé ? Non, pour aujourd'hui, on n'est pas encore remboursé. C'est pour ça que je citais effectivement la présence de mutuelles ou d'assurances qui prennent en charge le coût du test. Et donc le délai de réception, vous disiez, c'est 3 jours ? Ouais, globalement, ça dépend en général de la zone où on habite, mais la poste en général fait en 2-3 jours. Et pareil pour le retour, à partir du moment où on le renvoie. Et nous, une fois qu'on le réceptionne, en 48 heures, on est en capacité de renvoyer un compte-rendu détaillé et personnalisé. Donc le délai de diagnostic est de 48 heures ? Oui, tout à fait. Très bien, et c'est très clair. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On va aussi répondre à vos questions. Merci d'avoir été nombreux. Yvonne qui nous a posé une question. Est-ce que les traitements permettent d'estomper les séquelles liées à un AVC ? Je pense que c'est pour vous, professeur. Est-ce que vous avez une réponse à apporter à Yvonne ? Je vais être un peu dans l'idée de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire plus on a été vite pour la prise en charge, moins il y aura de séquelles. Ça, c'est quelque chose vraiment de très significatif. Et la récupération peut être longue, mais quand on a mis en place une thérapeutique médicamenteuse, on va réduire effectivement les séquelles. Ça, on le sait, ouais. On a également une question de Nini. Suite à un AVC, votre traitement est-il provisoire ou de longue durée ? Avez-vous un suivi médical des examens, prise de sang ? Alors le suivi médical, il est impératif auprès de son médecin traitant quand on aura regagné entre guillemets son domicile ou qu'on sera sorti du champ de la prise en charge rééducative. Et puis les spécialistes entre guillemets continuent à l'heure actuelle de développer des consultations de suivi avec des bilans d'imagerie, ça aussi on l'a évoqué tout à l'heure, qui sont pas systématiquement refaits, mais où il y a un suivi dans la première année en tout cas qui est rapproché, ça c'est une évidence. Des bilans sanguins pour le contrôle des facteurs de risque, comme on suit également bien sûr la pression artérielle et on vérifie qu'il n'y ait pas de développement d'une hypertension par exemple. On va maintenant répondre à une question d'Annie qui nous demande, après 2 AIT, un AVC se déclare-t-il automatiquement ? Heureusement que non, mais ce que veut dire Annie, je pense, c'est que l'accident ischémique transitoire peut être un élément qui amène à un surrisque de développer un accident vasculaire cérébral constitué dans les jours qui suivent. Donc on est très attentif à l'heure actuelle pour des symptômes correspondant à un vraisemblable accident ischémique transitoire pour faire un bilan étiologique complet et une prise en charge rapide, quasiment du même ordre que l'accident constitué. Donc non, l'évolution n'est heureusement pas systématique vers un accident constitué, mais il faut être très vigilant et se faire suivre de près sur cette période-là. Mam maintenant demande, les séquelles de l'AVC sont-elles réparables ? Alors elles sont réparables, en grande partie oui, mais avec là aussi une réponse individuelle à la séquelle qui va être très différente. On a tous dans notre entourage des gens qui ont gardé une hémiparésie séquellaire de l'accident et puis d'autres qui auront une récupération complète. Là on est plutôt dans la plasticité neuronale, qui est un terme à la mode, mais qui trouve toute sa place après l'accident vasculaire cérébral. Il y aura certainement des thérapeutiques là-dessus dans les années à venir. Christelle nous demande quel est le temps nécessaire pour récupérer la fatigue et les troubles de l'émotion après un AVC ? Alors la récupération, elle est rapide au début et puis après il y a un élément un peu de stagnation, hein. Donc à 3 mois il y a déjà un plateau d'atteint, j'allais dire, et puis après les progrès sont un peu plus lents.
Mais jusqu'à 1 an, il faut travailler encore sur la rééducation. Et les éléments des troubles, on va dire, émotionnels ou des troubles dépressifs qu'il peut y avoir également après les accidents sont à prendre en charge. C'est un élément important pour limiter les conséquences de l'accident vasculaire cérébral. Une question de Justin maintenant, pourquoi de plus en plus de jeunes sont victimes d'AVC? Alors je ne suis pas sûr qu'il y ait de plus en plus de jeunes, par contre on y prête beaucoup plus attention. Les jeunes ne sont pas épargnés par l'accident vasculaire cérébral, ça c'est une évidence par contre. C'est le cumul des facteurs de risque, même qui peuvent amener un accident précocement. C'est les anomalies de coagulation aussi qui ne sont pas dépistées systématiquement, bien sûr. Voilà, donc il n'y en a pas plus qu'il y en avait à une époque. C'est plutôt chez le sujet âgé qu'on voit par contre augmenter la fréquence d'accident vasculaire cérébral, mais là c'est vraiment l'âge qui joue. On a également une question de Sophie qui nous dit: devrions-nous faire un dépistage systématique de la fibrillation atriale? Si oui, à partir de quel âge? Alors là, les réponses sont beaucoup plus claires. Les données européennes récentes, là, de septembre, amènent à se poser la question d'une fibrillation atriale après 65 ans. Donc sur la tranche d'âge qu'il faut privilégier pour le dépistage, et systématiquement, parce qu'on n'est pas toujours symptomatique, on n'a pas toujours les symptômes qui amènent à penser qu'on a une arythmie. D'où le développement d'outils comme le neurocoach et comme beaucoup d'autres outils d'évaluation du trouble du rythme, de la présence d'un trouble du rythme. Une dernière question, merci à tous d'avoir posé vos questions. Nathalie, pouvez-vous nous parler de l'AVC du cervelet? Quels sont les symptômes? Alors les symptômes sont un petit peu différents. Ça va être plutôt des troubles de l'équilibre ou les troubles de la vision qui seront les éléments prédominants. Donc là aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais un vertige inhabituel, une sensation vraiment qui empêche de se lever, un vertige intense, doit faire évoquer la possibilité d'un accident vasculaire cérébral jusqu'à preuve du contraire. Merci beaucoup, merci à tous les deux pour toutes vos réponses, c'était très clair. Chers internautes, merci beaucoup d'avoir posé toutes vos questions. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à la page Facebook Au cœur de l'AVC. À très bientôt.